Le 21 mai 2025, le convoi entre à Ouagadougou, rupture brutale, publique. Environ 6 milliards de francs CFA convertis en blindés, drones et communications modernes ne décrivent pas seulement une livraison. Ils promettent de mieux voir, mieux se parler, mieux survivre grâce aux renseignements et en temps réel et à des décisions plus rapides, pendant que fierté et peur cohabitent dans la même rue. Mais sous Ibrahim Traoré, ce seuil renforce-t-il la sécurité sans déplacer la dépendance vers d'autres intérêts? Ce récit commence ici et l'après se mesure dans les jours suivants. Ce récit avance avec une promesse simple et vérifiable. Partir d'un fait précis, suivre ses effets en chaîne et s'arrêter là où les éléments disponibles permettent d'affirmer quelque chose sans extrapoler. Comprendre ce qui change concrètement, ici et maintenant. L'enjeu n'est pas d'additionner des positions de principe, mais d'observer comment une montée en capacité modifie la sécurité, l'autonomie politique et la vie ordinaire, simultanément et parfois de façon contradictoire. Trois plans s'entrecroisent. On commence par la sécurité, qui consiste à réduire la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, raccourcir le délai entre un signal et une décision, limiter l'effet de surprise. Puis vient l'autonomie politique qui amène à refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats, pose une question de cohérence entre discours et contraintes réelles. Et enfin la vie quotidienne où la fierté suscitée par le convoi cohabite avec une peur héritée d'années d'insécurité et cette tension pèse sur les attentes immédiates. Un point plus discret traverse l'ensemble. Si la capacité augmente, l'exigence de résultats devient plus forte. Environ 6 milliards de francs CFA livrés le 21 mai 2025 suffisent à installer un avant-après lisible. En une seule entrée dans Ouagadougou, ce montant concentré transforme une livraison militaire en seuil narratif assumé sous Ibrahim Traoré. Ce chiffre arrive avant les slogans. Il sert de repère clair pour comprendre la bascule décrite par le récit. Avant cette ligne, la posture sécuritaire est présentée comme contrainte, souvent réactive, marquée par des outils limités et une détection tardive. Les embuscades et les engins explosifs improvisés imposent leur rythme, dictant les mouvements et l'incertitude sur les axes. Après, l'arrivée simultanée de blindés, de drones et de communications modernes est décrite comme une décision voulue, visible et pensée comme un système plutôt qu'une addition de moyens. Le contexte est celui d'une guerre asymétrique. Les menaces structurantes ne sont pas des affrontements frontaux, mais des surgissements, des mines, des attaques rapides. Face à cela, la logique avancée est simple et répétée, voire plutôt se parler mieux, coordonner plus vite. La promesse n'est pas la puissance brute, mais la réduction de l'aléatoire. Les drones occupent ici une place centrale, non comme symbole technologique, mais comme outil de renseignement en temps réel, censé raccourcir le délai entre détection et décision. Cette bascule technique se superpose immédiatement à une lecture politique. Le convoi n'est pas présenté comme une aide humanitaire, mais comme un choix stratégique. Il s'inscrit dans une ligne affichée de refus d'une aide conditionnelle et de diversification des partenariats. C'est à ce point que Ibrahim Traoré s'insère naturellement dans le récit, non comme figure décorative, mais comme ancrage politique d'une volonté d'autodétermination rendue visible. La scène urbaine renforce cette lecture. Le passage du convoi suscite fierté et espoir, sans effacer la peur accumulée. Le public devient témoin d'un tournant possible, mais aussi d'une exigence nouvelle. Si la capacité augmente, les attentes augmentent avec elle. Le seuil n'est donc pas seulement matériel, il est symbolique et conditionnel.
Il ouvre une trajectoire sans en garantir l'issue. Le récit avance à hauteur d'homme sans héros uniques. Le personnage guide est un duo fonctionnel. D'un côté, le volontaire VDP sur le terrain, confronté à la fatigue, à l'incertitude et à la menace permanente des embuscades. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui capte, transmet et coordonne. Ensemble, ils incarnent ce que l'arrivée des blindés, des drones et des communications modernes est censée transformer concrètement. L'effet le plus immédiat est celui de la survie. Sur des axes décrits comme exposés, un véhicule mieux protégé ne gagne pas la guerre, mais il réduit la part d'aléatoire. La protection contre mines et attaques permet de continuer à avancer, d'évacuer ou de tenir une position plus longtemps, là où la vulnérabilité imposait auparavant l'arrêt ou le détour. Ce gain est modeste à l'échelle stratégique, mais décisif à l'échelle humaine. Vient ensuite la réactivité. La surveillance aérienne et la transmission plus fluide raccourcissent le temps entre un signal faible et une décision opérationnelle. Le texte insiste sur le renseignement étant en temps réel et sur une coordination qui limite les angles morts. L'amélioration n'est pas spectaculaire, elle est cumulative, faite de délais réduits et de décisions moins fragmentées. Un troisième effet apparaît, moins matériel mais central, le moral. L'équipement est décrit comme une confiance transférée. Voir, se parler et se déplacer avec moins d'incertitude modifie la posture sans effacer le risque. Dans cette dynamique associée à la ligne politique portée par Ibrahim Traoré, l'impact précoce se résume ainsi: reprendre partiellement l'initiative. Réduire l'imprévu ne garantit pas la victoire, mais change déjà la manière d'affronter le quotidien. Le déclenchement est net et daté. Avant le 21 mai 2025, le récit décrit une posture contrainte, dominée par la réaction tardive et des outils fragmentés. Les routes à risque imposent un tempo dicté par l'adversaire. Les embuscades et les engins explosifs improvisés pèsent sur chaque déplacement, forçant l'arrêt, le détour ou l'attente. Dans ce cadre, la défense apparaît moins comme un choix que comme une adaptation permanente à l'imprévu. Le point de bascule s'organise en une scène centrale. L'entrée du convoi à Ouagadougou concentre en un seul moment des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes. Cette concentration visible n'est pas présentée comme une aide de circonstance, mais comme une décision assumée. Le récit insiste sur l'effet de masse, rassembler des moyens en un point précis, crée un seuil psychologique et opérationnel, lisible par tous. Le geste est public, presque théâtral, et il fixe un avant-après revendiqué. Le point culminant se construit par couches successives. D'abord, les blindés, décrits comme une réponse directe aux menaces concrètes. Ils jouent un rôle de bouclier sur les axes exposés, réduisant la vulnérabilité immédiate sans promettre l'invulnérabilité. Ensuite, les drones, qui ajoutent une dimension de distance et de portée. Ils ne sont pas seulement des yeux dans le ciel. Ils produisent du renseignement en temps réel et déplacent le centre de gravité vers l'anticipation. Enfin, les communications modernisées ferment la boucle. Elles relient les unités, fluidifient la chaîne de commandement et permettent d'ajuster les décisions plus rapidement. À ce cœur technique se superpose un message politique. Le convoi devient un signal adressé à l'extérieur. Il met en scène un refus affiché d'une aide conditionnelle et une volonté de diversifier les partenariats. Dans cette narration, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'ancrage politique de ce choix, celui qui assume le passage d'un modèle d'assistance vers un modèle d'initiative visible. La démonstration n'est pas humanitaire, elle est stratégique. Viennent alors les répliques. Le récit introduit une tension durable. Les partenaires évoqués ont leurs propres intérêts et la question du long terme s'impose immédiatement. Comment renforcer la défense sans déplacer la dépendance?
La visibilité du convoi attire aussi l'attention internationale, avec la possibilité d'avertissement, de pression ou de réaction plus dure face à un changement de trajectoire. Le gain sécuritaire potentiel s'accompagne d'un risque diplomatique et économique. Ainsi, l'événement cesse d'être une simple livraison. Il devient un test en trois dimensions: capacité militaire, cohérence politique et coût réel de l'autonomie. Le avant-après n'est pas seulement technique, il engage une trajectoire. Sous Ibrahim Traoré, la scène du 21 mai 2025 ouvre une promesse mesurable, mais elle crée aussi une exigence nouvelle: transformer un seuil visible en résultat durable sans laisser l'initiative glisser vers de nouvelles contraintes. Avant la bascule, le récit décrit une capacité fragmentée. Après, il met en avant un seuil mesurable, même avec peu de chiffres. Le point de départ est simple: environ 6 milliards de francs CFA livrés en une seule journée, le 21 mai 2025. Ce montant n'est pas comparé à un budget annuel ni à une moyenne passée. Il est présenté comme un effet de seuil, une masse concentrée qui change la perception du rapport de force. Le premier repère, c'est le montant. 6 milliards de francs CFA ne signifie pas une victoire en soi. Il fonctionne comme un marqueur psychologique et opérationnel. Avant, l'aide apparaissait morcelée, diluée dans le temps et l'espace. Après, la concentration visible en un seul convoi crée un effet de masse immédiatement lisible. La donnée chiffrée agit moins comme une statistique que comme un signal. L'effort est assumé, rassemblé et rendu public. Le deuxième repère, c'est la date. Le 21 mai 2025 devient une frontière narrative claire. Avant cette date, la défense est décrite comme plus passive, contrainte par une détection lacunaire et des communications fragmentées. Après, l'intégration simultanée de blindés, de drones et de systèmes de communication modernes installe un avant-après compréhensible sans accumulation de chiffres. La datation fixe le moment où la posture recherchée bascule de la réaction tardive vers l'anticipation. Le troisième repère, c'est la fonction des drones. Aucun pourcentage, aucune portée précise n'est fournie. Le texte insiste sur un indicateur qualitatif: la production de renseignements en temps réel sur de vastes zones. Le delta se lit ainsi: auparavant, la détection était tardive et discontinue. Désormais, elle est plus continue, ce qui réduit le temps mort entre un signal et une décision. La valeur n'est pas dans un chiffre isolé, mais dans la réduction du délai opérationnel. À partir de ces trois points, le récit décrit une transition cohérente. Avant, les véhicules sont présentés comme vulnérables aux mines, les communications comme fragmentées, et la doctrine comme essentiellement réactive. Après, il est question de blindés offrant une meilleure protection, de drones assurant une veille aérienne, et de réseaux modernisés reliant les unités. Le changement n'est pas une accumulation de moyens. Il est un couplage entre protection, vision et coordination. Trois effets concrets en découlent. D'abord, sur la survie, la protection accrue réduit l'exposition immédiate aux engins explosifs improvisés. Ensuite, sur la réactivité, le renseignement aérien diminue le délai entre détection et action. Enfin, sur la cohérence, les communications fluidifiées limitent les erreurs et l'effet de surprise. Chaque effet est accompagné d'une explication simple, sans promesse d'invulnérabilité. Dans cette lecture quantitative minimale, le rôle politique d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Les données choisies, montant, date, fonction, servent d'argument de souveraineté affichés plus que de tableaux aux statistiques détaillés. Le texte assume cette sobriété. Il privilégie des gradients fonctionnels à des pourcentages précis afin de rendre lisible un avant-après crédible sans extrapolation. La conclusion intermédiaire est claire:
Même avec peu de chiffres, la combinaison montant-date-fonction suffit à installer un seuil narratif solide. La question n'est pas de savoir si ces données garantissent le succès, mais si elles soutiennent durablement une posture plus anticipatrice sans créer de nouvelles contraintes cachées. Les partisans de la bascule avancent deux arguments solides, formulés sans emphase. Le premier est opérationnel. Moderniser rapidement et visiblement la défense réduirait la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les blindés sont décrits comme une protection immédiate sur les axes à risque, les drones comme un multiplicateur de surveillance et les communications modernisées comme la condition d'une coordination plus précise. Dans cette lecture, l'effet n'est ni spectaculaire ni décisif, il est cumulatif. Moins d'angles morts, des décisions plus rapides et une capacité accrue à reprendre l'initiative locale, même partiellement. Le second argument est politique. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats redonnerait une marge de décision plus concrète qu'un discours abstrait. Le convoi devient alors un signal lisible. Il affirme que le pays ne se contente plus d'attendre une assistance extérieure, mais qu'il choisit ses appuis et rend ce choix visible. Sous Ibrahim Traoré, cette ligne est présentée comme une cohérence entre parole et acte, afficher l'autodétermination et l'incarner dans des décisions observables. Les critiques peuvent cependant être formulées avec la même rigueur. Un premier point concerne le déplacement de la dépendance. Remplacer des appuis occidentaux par des partenariats russes ou chinois risque de changer de tuteur sans supprimer la contrainte. Le texte reconnaît que ces partenaires poursuivent leurs propres intérêts stratégiques et que l'absence de conditions affichées n'équivaut pas à une neutralité durable. La dépendance peut se recomposer sous une autre forme, plus discrète mais tout aussi structurante. Un deuxième point touche à la réaction extérieure. Une reconfiguration rapide peut provoquer des avertissements, des pressions, voire des sanctions, au moment même où l'État investit massivement dans sa défense. Le gain sécuritaire potentiel pourrait alors s'accompagner d'un coût économique et diplomatique non négligeable. La modernisation militaire ne se déploie pas dans un vide. Elle s'inscrit dans un environnement international attentif aux signaux envoyés. La réponse la plus fidèle au récit n'est pas de trancher entre ces positions, mais de poser une condition centrale. L'autonomie militaire ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un contrôle interne solide. La liberté réelle ne vient pas seulement des équipements, mais de la capacité à gérer la maintenance, la formation, le financement et la décision politique sans se soumettre à une influence extérieure. Autrement dit, la diversification n'est un progrès que si elle reste maîtrisée. Ainsi, le débat ne porte pas sur l'utilité des blindés ou des drones en tant que tels. Il se concentre sur la capacité à intégrer ces moyens sans qu'ils dictent la trajectoire. La bascule ouvre une option, elle n'en garantit pas l'usage. À ce point du récit, la focale se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les blindés protègent mieux ou si les drones voient plus loin, mais de comprendre ce que cette montée en capacité déplace dans la structure même des choix. Le texte suggère une inflexion décisive. Les équipements comptent surtout parce qu'ils obligent à coordonner, à décider plus vite et à assumer publiquement une ligne. Cette lecture reconfigure tout ce qui précède. La question centrale devient alors: qui tient le cadre lorsque les moyens arrivent? Les communications modernisées ferment la boucle entre information et décision. Elles rendent possible une réaction plus rapide, mais elles exposent aussi la chaîne de commandement à un test permanent de cohérence. Voir plutôt n'a de sens que si l'arbitrage suit, sans délai ni contradiction. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré revient comme charnière.
Elle relie le geste militaire à une stratégie plus large, refuser une aide conditionnelle, afficher l'autodétermination et accepter la visibilité internationale qui en découle. Le texte laisse entendre que cette visibilité est un prix autant qu'un levier. Plus la ligne est affichée, plus elle est scrutée à l'intérieur comme à l'extérieur. La révélation médiane est donc simple et exigeante. Les équipements ouvrent un espace de décision. Ils n'en garantissent pas l'usage. Tout l'enjeu se déplace vers la capacité à tenir l'équilibre entre appui utile et influence potentielle. La bascule promise n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle se joue dans la continuité des décisions, là où la technique cesse d'être un refuge et devient une responsabilité. Les effets concrets de la bascule ne se lisent pas de la même manière pour tous. Le récit distingue implicitement quatre groupes, chacun confronté à des contraintes et à des attentes spécifiques, sans promettre un résultat uniforme. Pour l'État, l'impact premier est stratégique. L'arrivée coordonnée de blindés, de drones et de communications modernes sert à reprendre l'initiative dans un environnement décrit comme asymétrique. La promesse est courte et répétée: mieux protéger, mieux voir, mieux coordonner. Les blindés réduisent l'exposition immédiate aux mines et aux embuscades sur les axes sensibles. Les drones déplacent le centre de gravité vers l'anticipation en élargissant la surveillance et en produisant du renseignement en temps réel. Les communications modernisées relient ces capacités et rendent l'exécution plus cohérente. Sur le plan politique, cette montée en capacité est aussi un signal. Sous Ibrahim Traoré, l'État affirme qu'il ne veut plus dépendre d'une aide assortie de conditions et qu'il choisit ses partenariats au prix d'une visibilité accrue. Pour les entreprises, l'effet est indirect mais central. Le texte ne détaille pas de secteur précis, mais il décrit un mécanisme simple. Si la sécurité se stabilise, même partiellement, les flux deviennent plus prévisibles. Des routes moins interrompues et des zones un peu plus lisibles réduisent l'incertitude opérationnelle. Cela peut faciliter la production, le transport et l'investissement. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque nouveau. Des critiques, des avertissements ou des réactions extérieures plus dures peuvent en compliquer l'accès à certains marchés ou circuits de financement. Le gain sécuritaire potentiel s'accompagne donc d'un coût diplomatique que les acteurs économiques doivent intégrer. Pour les citoyens, les effets se déploient sur deux registres qui coexistent. D'un côté, la protection et le moral. Voir des équipements modernes circuler est décrit comme une restauration de fierté, l'idée que le pays se tient debout. Cette perception peut atténuer une peur diffuse liée au déplacement et à la vie quotidienne. De l'autre côté, le texte rappelle que la guerre asymétrique ne disparaît pas par décret. La modernisation promet une capacité accrue, mais elle n'efface ni la fatigue accumulée, ni l'attente de résultats tangibles. Plus la force est affichée, plus l'exigence de sécurité durable devient forte. Pour la région et le voisinage, enfin l'événement s'inscrit dans une dynamique plus large. Le récit suggère un possible effet d'entraînement. Un modèle d'autodétermination pourrait être observé, voire imité. Mais il introduit aussi un dilemme. À mesure que l'influence de nouveaux partenaires grandit, la région peut devenir un espace de compétition stratégique plus marqué. L'équilibre régional dépendra alors de la capacité à coopérer sans importer des rivalités qui dépassent le terrain local. Ainsi, les conséquences ne sont ni immédiates ni automatiques. Elles varient selon les acteurs et les horizons. Sous Ibrahim Traoré, la bascule crée un potentiel lisible. Sa traduction concrète dépendra de la manière dont ces quatre groupes verront leurs contraintes réellement évoluer dans la durée. À partir du même point de départ, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne d'autonomie affichée, le récit permet d'envisager trois trajectoires distinctes sans prétendre prédire.
Chacune repose sur une condition clé et chacune éclaire un risque différent. Dans un scénario de base, la modernisation produit des gains tactiques partiels. Les blindés réduisent certains risques sur les axes, les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus régulière. L'environnement reste toutefois instable car l'adversaire s'adapte et les contraintes logistiques persistent. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de façon pragmatique tandis que les critiques extérieures se maintiennent sans basculer en rupture ouverte. Si les capacités sont entretenues et intégrées sans surcharge, alors l'État gagne en réactivité sans transformer l'équilibre général. Dans un scénario favorable, le système décrit commence à fonctionner comme un tout cohérent. Le renseignement en temps réel réduit l'effet de surprise, les décisions sont plus rapides et certaines zones ressentent une baisse relative de la peur, même sans pacification complète. Le moral progresse parce que protection et coordination donnent un sentiment de maîtrise. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification plutôt qu'une rupture, ce qui limite les réactions hostiles. Si la cohérence interne tient et que l'équilibre des partenariats est préservé, alors la posture gagne en crédibilité sous Ibrahim Traoré. Dans un scénario dégradé, la montée en puissance crée plus de tension que de stabilité. Les partenaires extérieurs, porteurs d'intérêts propres, obtiennent une influence plus lourde et la dépendance se déplace. Des réactions internationales plus dures apparaissent, avertissements, pressions, possibles sanctions, compliquant l'économie et le financement. Sur le terrain, les gains existent mais sont absorbés par l'adaptation adverse. Si l'appui extérieur commence à dicter le cadre, alors l'autonomie proclamée se fragilise. Une recommandation traverse ces scénarios. Raisonner en conditions plutôt qu'en promesses. Les équipements ouvrent des options. Ils n'en garantissent pas l'issue. La trajectoire dépendra moins de l'arrivée des moyens que de la capacité à garder la main sur les choix, dans la durée et sous contrainte. Cette séquence ramène le récit à ce qui concerne directement le public, sans slogan ni abstraction. Pour un premier groupe, celui qui attend avant tout une amélioration de la sécurité, la question est pratique. Les routes deviennent-elles moins dangereuses? Les déplacements sont-ils plus prévisibles? Le texte suggère que la protection accrue et la coordination peuvent réduire certains risques immédiats, notamment sur les axes exposés. Mais il rappelle aussi que l'adversaire s'adapte. Une amélioration ponctuelle ne suffit pas, elle doit être tenue dans le temps pour ne pas se dissiper. Un deuxième groupe se montre plus attentif aux dépendances. L'enjeu est alors politique et économique. Refuser une aide conditionnelle peut libérer une marge de décision, mais un nouveau partenariat peut aussi peser sur les choix futurs. La question posée est simple: les décisions extérieures renforcent-elles la capacité à décider ou déplacent-elles la contrainte ailleurs? Cette interrogation dépasse la sphère militaire. Elle se répercute sur l'économie, sur les services publics et sur la stabilité intérieure, car chaque tension diplomatique a des effets concrets sur le quotidien. Un troisième groupe cherche un sens collectif. Pour lui, la scène du convoi agit comme un miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider, de ne plus subir. Ce sentiment peut unir et redonner confiance, surtout après des années d'insécurité. Mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affiche une nouvelle force, il doit produire des résultats visibles, sans enfermer la société dans une logique uniquement militaire. Deux pistes d'attention émergent sans recette miracle. D'abord, observer les effets concrets plutôt que les proclamations, en distinguant ce qui change réellement sur le terrain de ce qui relève du discours. Ensuite, garder une question simple en tête: les décisions prises aujourd'hui rendent-elles le quotidien plus respirable ou déplacent-elles les tensions vers demain? Le récit invite à juger sur la durée, là où les promesses immédiates s'épuisent vite.
Une feuille de route crédible, telle qu'elle se dégage du récit, ne promet pas un résultat. Elle organise un test. Elle relie sécurité immédiate, autonomie durable et équilibre des partenariats, sans ajouter de faits nouveaux. Quatre étapes apparaissent, chacune lisible à travers des signes simples. À court terme, stabiliser l'usage des équipements. Blindés, drones et communication doivent fonctionner comme un système cohérent. Cela suppose une clarification des rôles de l'opérateur au commandement et des critères compréhensibles, continuité des liaisons, cohérence des ordres, réduction des erreurs de transmission. L'objectif n'est pas l'intensité, mais la fiabilité dans la durée. Dans le même mouvement, raccourcir la chaîne renseignement-décision. Le texte insiste sur le temps réel. Relier surveillance aérienne, centres de décision locaux et unités au sol doit produire un indicateur clair. Moins de délai entre détection et réaction. Si ce délai diminue, la posture anticipatrice devient tangible au-delà des annonces. À moyen terme, sécuriser la mobilité et la survie. La protection contre mines et embuscades est un bénéfice attendu des blindés. Les signes à observer sont concrets: capacité à maintenir les déplacements sur les axes à risque, continuité des opérations, confiance opérationnelle accrue des forces et des volontaires VDP. Sans ces marqueurs, la montée en capacité reste théorique. En parallèle, encadrer les partenariats. Le critère n'est pas l'alignement, mais l'équilibre. Accords perçus comme réversibles, capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté, limitation des coûts diplomatiques. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline devient centrale. Si les outils renforcent la décision sans capturer la politique, l'autonomie progresse. S'ils dictent le cadre, la promesse se vide. La feuille de route n'est donc pas un plan figé, mais une cohérence à tenir dans le temps. On revient à l'image initiale, simple et parlante. Une matinée ordinaire à Ouagadougou, puis un convoi qui traverse la ville et modifie l'atmosphère. Dans le récit, ce ne sont pas seulement les véhicules qui marquent les esprits, mais le contraste entre les gestes quotidiens et une décision lourde de conséquences. La routine continue, tandis qu'en arrière-plan se joue une bascule stratégique dont les effets se déploient lentement. Les blindés deviennent un bouclier, les drones un regard, les communications un lien. Cette triade résume la promesse avancée: réduire l'incertitude sans prétendre l'effacer. Au fil des sections, cependant, le centre de gravité s'est déplacé. La question n'est plus seulement celle de l'équipement, mais celle de la liberté de choix dans un environnement de partenariats intéressés et de pression croisée. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré trouve sa place finale. Il ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme le symbole d'un pari politique exigeant: affirmer l'autodétermination tout en refusant de simplement changer de dépendance. Le texte ne célèbre pas une victoire acquise. Il décrit un seuil, un moment où la trajectoire peut se consolider ou se fragiliser. La phrase qui s'impose est sobre: l'autonomie se prouve par la durée. Ce qui comptera désormais, ce ne sont pas les images du convoi, mais la capacité à tenir l'équilibre jour après jour quand l'attention retombe et que les décisions deviennent moins visibles. La scène finale ne cherche pas à conclure de manière définitive. Elle ouvre plutôt un espace de discussion posé, loin de l'adhésion automatique comme du rejet réflexe. Le récit propose un cadre d'observation: regarder ce qui change réellement, comparer dans le temps et distinguer les effets durables des symboles passagers. L'enjeu dépasse un convoi ou une date. Il touche à une question plus large: comment renforcer la défense tout en préservant la capacité à décider, sans déplacer simplement la contrainte d'un acteur à un autre? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation n'est pas abstraite. Elle se traduit par des choix dont les effets se mesureront dans la sécurité quotidienne, l'économie et les relations régionales. L'échange peut rester calme et précis. Quel critère doit primer: les résultats immédiats sur le terrain, l'équilibre diplomatique
ou la solidité économique qui permet de tenir dans la durée? Et si d'autres pays du Sahel observaient ou adoptaient une trajectoire comparable, cela renforcerait-il une autonomie collective ou déplacerait-il la compétition des puissances vers de nouveaux terrains? La discussion commence là où les images s'arrêtent.